Bonsoir à tous. Et voilà, merci beaucoup de votre belle présence. Bienvenue à l'Université catholique de l'Ouest. Voilà, et un grand merci vraiment à Sylvie Germain, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dans les faits, elle vient demain pour les étudiants de première année de lettres, puisque Toby Desmarais est au programme. Et puis, elle a bien voulu venir un jour avant pour nous tous, à la fois les étudiants, le personnel de la Catho et tous les Angevines et les Angevins qui aiment son œuvre. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, je propose de m'entretenir avec Sylvie Germain pendant 30-40 minutes, et puis ensuite, je vous laisserai la parole. Alors, vous pouvez déjà commencer à affûter vos questions. Et puis ensuite, vous avez peut-être vu en passant Sébastien de la librairie Lériot qui est là. Et donc, il y a une séance de dédicace qui sera proposée, ce qui est aussi une chance de pouvoir aussi rencontrer Sylvie Germain de plus près. Voilà. Alors, Sylvie Germain. Sylvie, depuis de très nombreuses années, je ne sais pas si c'est 30 ans, 40 ans, vous avez construit une œuvre très, très belle, très singulière, vraiment, à la fois pleine on va dire, nourrie de pensées philosophiques, spirituelles, pleine d'imagination, et couronnée de nombreux prix littéraires. Je citerai simplement Jour de colère, prix Femina en 1989, pour Toby Desmarais, le prix Jean Giono en 98, et bien sûr, parce que je pense que c'est un magnifique prix, le prix Goncourt des lycéens pour Magnus. C'était en 2005. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez ressenti justement en recevant ce prix-là, en particulier? Tous les auteurs et autrices, comme on dit maintenant, qui ont reçu ce prix reconnaissent. Ça marche ou pas? Voilà. Oui, un petit comme peu. Ça. Bon, reconnaissent que c'est un des plus beaux prix qu'on puisse recevoir, parce que c'est le fait que ce soit donné par des gens extrêmement jeunes. Et je sais, quand je l'ai reçu, ça m'a fait un effet étrange. Parce que mes premiers livres, quand j'avais reçu des prix pas très prestigieux, mais peu importe, c'était très sympathique, c'était décerné par des gens en âge d'être mes parents. Et on se sent reconnu par la génération au-dessus. Et là, j'étais en âge d'être leur mère, voire leur grand-mère. Et ça fait un effet très étrange, parce qu'on sent bien que la lecture n'est pas la même. Et puis surtout, ça donne lieu à des rencontres dans des lycées très différents. Il n'y a pas que des lycées littéraires, il y avait des lycées professionnels, et c'est dans un lycée professionnel que j'ai eu une des rencontres les plus marquantes. C'était un prof de maths dans une classe que de garçons, presque tous issus de l'émigration, et il se préparait à être électricien. Il n'ouvrait jamais un livre. Ce prof extraordinaire les a embarqués dans l'aventure. Beaucoup sont restés indifférents, mais un certain groupe s'est pris au jeu, et certains m'ont posé des questions ou ont eu des interventions remarquables. Donc, moi je dis toujours, je remercie les élèves, mais à chaque fois j'insiste sur le rôle des professeurs, qui est essentiel, quoi. C'est les professeurs qui font vraiment le lien, les enseignants à chaque fois, pour la transmission, pour éveiller le goût, parce que c'est quand même un gros travail, je pense, pour les professeurs. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une chance que ce beau prix existe, et puis que vous l'ayez reçu. Alors c'est vrai que votre œuvre, on pourrait dire qu'elle traverse les ombres, et qu'elle en connaît la puissance, pour reprendre d'ailleurs un des titres d'un de vos derniers textes, romans. Mais elle interroge l'âme humaine en même temps, quoi, et ses ressources. C'est toujours cette traversée de l'ombre, si vous avez lu Sylvie Germain, et en même temps quelque chose qui offre des perspectives. La perspective n'est jamais fermée. Alors, comme première question, j'avais envie de parler de l'enfance, et peut-être de remonter à la source de votre imaginaire. Alors, quelles images, je ne sais pas, 2 ou 3, vous pourriez nous confier de votre enfance?
Je Alors pense, là, ouais, non, c'est une question ça, d'emblée. Ça, c'est assez difficile. J'ai été inspirée par Camus, Oui. qui parlait des 2 ou 3 images simples et grandes sur lesquelles le cœur, une première fois, s'est ouvert. Il en parle pour lui, de cette source qui alimente ce qu'il est, ce qu'il dit. Alors j'avais envie de vous poser cette question. J'ai pas de réponse à ça, mais le thème de l'enfance, je me suis rendu compte après coup que très souvent, dans une grande partie de mes romans, je commence ou je réévoque l'enfance du personnage principal, parce que finalement, notre sensibilité, tout se fait dans l'enfance, s'origine dans l'enfance. Et je me souviens, il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années, il y avait eu un colloque, c'était à Arles, sur le thème de l'enfance. Et j'avais cherché ces différents artistes, plasticiens, musiciens, écrivains, le lien entre leur œuvre et l'enfance. Et je crois qu'on peut faire ça avec la plupart des artistes, pas seulement les écrivains, et voir toujours ce qui a été vraiment une émotion sensorielle parfois. C'était très fort chez des peintres. Et c'était extraordinaire de voir cette résurgence toujours de impressions, sensations, ou parfois aussi sur le plan émotionnel qui peut être très beau comme il peut être tragique, et qui va déterminer effectivement l'œuvre à venir. Par ailleurs, le thème de l'enfance, j'y suis revenue plusieurs fois à cause récemment de Bernanos, qui est un écrivain. Au moins ici, je pense tout le monde connaît Bernanos, parce que c'est un écrivain qui est de moins en moins étudié et lu, un peu à l'université et encore. Et je suis frappée toujours chez Bernanos par cette importance de l'enfance. Et peut-être vous connaissez, c'est dans l'introduction de... je ne me souviens plus là d'un de ses écrits, mais plus... Et pas un roman, où il dit qu'à la fin de sa vie, il espère, il est sûr que ça sera l'enfant qu'il a été qui prendra la place devant lui pour entrer dans la mort, qui voit comme un aboutissement et un éblouissement, et que ça sera l'enfant qu'il a été qui sera devant lui et qui va guider derrière lui tous ces personnages finalement qu'il a créés. Et si on regarde dans son œuvre, tous ces personnages principaux sont des enfants. Même personnages de son curé de campagne ou même Donissant, qui sont des hommes jeunes ou déjà d'âge mûr, finalement sont des enfants puisqu'ils ont gardé l'esprit d'enfance. Et c'est ça qui importe. C'est cet esprit d'enfance. Et je pense que le malheur de la plupart d'entre nous, c'est de perdre l'esprit d'enfance. Voilà. Et certains artistes, c'est grâce à cet esprit d'enfance qu'ils arrivent à traverser, vaille que vaille, la vie et à créer aussi. Alors justement, dans votre vie, comment l'écriture a-t-elle surgi peut-être cette nécessité d'écrire? Est-ce que c'est venu très tôt? Dans quelles circonstances? Comment vous avez reconnu, je ne sais pas si c'est ce don, ce talent ou cette nécessité, je ne sais pas comment l'appeler. Oui, ni don ni talent, mais nécessité, besoin. Déjà, je me souviens, alors petit souvenir d'enfance, à l'école, quand on commençait à apprendre à écrire, tout simplement, j'étais éblouie par les mots, et par les mots que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Donc parfois je testais un mot complètement à côté de la plaque, j'avais rien compris au mot, j'essayais de le caser devant mes parents pour le tester. Évidemment, on me regardait avec des yeux ronds et j'avais pas spécialement l'explication, mais j'ai eu déjà un amour des mots. Et je dis toujours, pour être romancier, surtout pour être romancier, il faut 2 passions, celle du langage, parce que si on n'aime pas la langue, et puis celle de la folie humaine aussi, qu'on s'intéresse parce qu'on met en scène des personnages. Mais donc il y a déjà eu cet amour des mots, de la langue. Je me souviens, j'adorais les rédactions par exemple, j'adorais les dictées, j'adorais toutes ces choses-là. Et après l'écriture, dès qu'on commence à apprendre à écrire, on ne fait plus que ça à l'école. Au début, nous apprend l'alphabet, écrire, on passe de la rédaction à la dissertation, et quand on rentre à l'université, on fait que ça, écrire.
pas seulement prendre des notes, mais on fait des devoirs de plus en plus longs. Bon, j'ai fait de la philo, mais même si c'est pas littérature, on nous demande toujours d'expliquer noir sur blanc, donc recours au langage pour expliquer, essayer d'expliciter même sa pensée qui est fumeuse. Notre pensée, elle est fumeuse tant qu'elle n'est pas formulée de manière à peu près cohérente. Donc voilà, le lien entre le langage et la pensée, pour moi, ça faisait qu'un, quoi. Je veux dire, c'est. Et puis, arrivé un jour où, je dis toujours, le jour où j'ai soutenu mon doctorat de philo, je suis revenue avec mon diplôme, ça s'était très bien passé, mais j'en aurais pleuré parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus de prétexte pour écrire. Et jusque-là, j'avais toujours un prétexte pour écrire. Certes, c'était de la philo, mais j'écrivais, quoi. Ça aurait été de l'histoire ou autre, ça aurait été pareil. Hein. Et puis, le soir même, j'ai commencé à écrire de la fiction. C'est moi qui me suis donné le prétexte. Voilà. Et ça n'a plus jamais cessé depuis. Non, mais même quand les écrivains, on est monstrueux, même quand on n'écrit pas, on écrit dans sa tête, hein, tout le temps. Alors justement, vous avez consacré un ouvrage au personnage, et qui est passionnant sur justement comment les personnages nous arrivent-ils. J'ai l'impression en tout cas que chez vous, c'est rarement quelque chose qui est prévu, qui est envisagé, mais c'est comme si ces personnages surgissaient et apparaissaient en vous un peu comme des images. Est-ce qu'il y a une part finalement un peu pas de dépossession, de démaîtrise par rapport à le surgissement des personnages ou pas? Oui, je ne cherche pas à savoir d'où ça vient. Aller me faire une petite psychanalyse de mes personnages ne m'intéresse pas du tout. Mais je pense que quand un personnage vient à l'imagination, c'est que ça a mûri depuis très longtemps, en fait, d'une manière obscure. C'est vraiment dans les coulisses de l'imagination et de la pensée. Et c'est comme finalement une cristallisation. Les personnages sont une cristallisation de tout un ensemble de données pour les former. La matière d'un personnage, elle est très très composite. Ça peut venir aussi bien de souvenirs d'enfance et puis au cours de sa vie, des souvenirs personnels, mais également tout ce qui se passe dans l'actualité, que ce soit l'actualité la plus brûlante, mais également le passé. C'est donc tout un ensemble. C'est à la fois soi-même personnellement, mais immergé, parce qu'on est poreux à son époque, tout ce qui peut advenir et qui forme notre sensibilité ou qui laisse des blessures aussi. Et le personnage, on ne sait pas trop pourquoi, tel ou tel va émerger, se former. Et quand un personnage arrive et réclame muettement, mais avec insistance, son revêtement, on va dire, ou sa mise en mouvement à travers les mots, il faut se mettre au travail. Et c'est par à-coup. Oui, parce que je pars jamais avec une idée précise, jamais. J'ai pas un synopsis. Après, les choses se font par à-coup. Et il y a une sorte de logique obscure, logique un peu folle, mais elle est implacable, la logique folle. Hein. Et ça se met en place comme ça au fur et à mesure. Alors, tout à l'heure, vous disiez, écrire, c'est quand même avoir le goût du langage et de la folie des hommes. On va peut-être s'intéresser un instant au langage, parce que ce qui caractérise votre œuvre, pour beaucoup d'entre nous qui aimons vous lire, c'est la beauté du style, la beauté du langage. Et j'avais envie, alors justement dans Toby Desmarais, j'aurais pu ouvrir n'importe lequel, mais de faire entendre un peu aussi le style de Sylvie Germain. Et puis ensuite, j'aimerais que vous nous en parliez justement de ce travail de l'écriture. Je pense que ça ne se donne pas comme ça d'emblée. Et j'ai choisi, c'est un peu volontaire, 2 passages que dans Toby Desmarais, donc l'histoire inspirée pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, donc inspirée de la Bible, de l'histoire de Toby qui entreprend un voyage. Et dans ce beau roman, il y a plusieurs très belles rencontres amoureuses. Et en particulier celle des parents de Toby, Anna et Théodore. Et puis, peut-être, je prendrai le temps, parce que ça vaut le coup, de lire aussi la rencontre de Déborah, l'arrière-grand-mère de Toby,
vraiment un magnifique personnage et qui en a bien bavé dans l'existence quand elle rencontre aussi l'homme de sa vie. Donc 2 rencontres amoureuses où vous allez l'entendre, on est très loin aussi du psychologique, où la rencontre amoureuse, ce qui se passe entre les personnes, vraiment se dit de manière poétique. Anna, Théodore avait passé près de 50 ans sans la connaître, sans même soupçonner son existence, mais dès l'instant où il l'avait rencontrée, la vie, en l'absence de cette femme, lui était apparue inconcevable. Le terme de coup de foudre, cependant, ne serait pas adéquat pour définir l'éblouissement qui avait ravi Théodore Lebon ce jour-là. Cet homme des marais ne relevait pas de la dynamique du feu, encore moins de celle de la foudre, de l'orage, des éclats. Il avait des eaux lentes, profondément mêlées à la terre, aux nuages et aux arbres, le calme et la douceur, la force secrète et surtout la vertu de silence. Ce fut donc plutôt une crue de lumière et d'espace qui se produisit en lui lorsqu'il découvrit Anna, et l'étonnement si vaste qu'il éprouva à sa vue fut d'emblée équilibré par un sentiment de totale évidence, comme si tous deux s'étaient fixé un rendez-vous de longue, très longue date, dès avant leur naissance. Le feu, c'est en Anna qu'il résidait, un feu très dense, contenu, apte à exalter les qualités et les puissances de l'eau. Voilà, ça c'est la rencontre Anna-Théodore. La rencontre entre Déborah et son bosselot. Alors ce qui est particulier dans ce passage, c'est que vraiment Déborah, au moment où elle le rencontre, elle est vraiment dans un chagrin, mais qui n'a pas de mots, tellement il est grand. Elle a perdu sa mère, elle a perdu son frère, elle n'a pas pu entrer aux États-Unis. Et il y a la rencontre avec cet homme. Déborah l'avait écouté en silence, les mains serrées sur son châle qu'elle tenait bien croisé sur sa poitrine pour cacher sa veste en lambeaux. Et lui restait planté devant elle, la fixant de ses yeux ronds et ingénus. Le mutisme de la jeune fille ne le gênait pas. Il ne lui était même pas venu à l'esprit que peut-être elle ne comprenait pas sa langue. Ce face-à-face absurde et silencieux avait duré des heures pendant lesquelles ils s'étaient regardés, non sous l'emprise d'un charme amoureux, mais parce que tous deux étaient parvenus au même degré d'épuisement, d'extrême solitude et de nudité. Ils s'étaient regardés sans curiosité, ni calcul, hors attente, et le regard de chacun traversait le visage et le corps de l'autre ainsi qu'une vitre. Une vitre donnant sur l'absence, la lumière de l'absence. Ils se tenaient l'un devant l'autre, ainsi qu'ils l'avaient si souvent fait depuis des mois devant le ciel, l'océan. Il ne s'était rien passé d'autre ce jour-là, rien que cette lente exténuation du regard au fil de laquelle la douleur de chacun s'était allégée, transformée imperceptiblement en douceur. C'est toujours, quand j'en parle avec les étudiants, parce qu'on l'a étudié, c'est le contraire d'une séduction où tout serait dans l'apparence, dans le paraître, mais il se passe quelque chose que les mots savent dire. Alors, ce travail avec le langage, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Sylvie ? Qu'il est de plus en plus difficile avec le temps. Étrangement, il y a souvent des gens me disent que maintenant ça doit être comme une évidence d'écrire. En fait, c'est de plus en plus difficile parce que chaque fois la reprise, effectivement, c'est une sorte de... Le mot lutte est peut-être un peu exagéré, mais parfois, si, c'est lors de la lutte. Avec la langue, comment essayer de traduire quelque chose qui arrive à l'esprit, mais qui est informe. Parce que comme je pars pas avec une idée, que j'ai pas un synopsis, après il y a quand même des idées qui se mettent en place ou qui se profilent, mais c'est un peu comme un horizon, et il faut y arriver, et l'horizon il recule toujours. Donc c'est chaque fois essayer de trouver
à la fois les mots et puis aussi un rythme. Et c'est un travail qui entre un... Vous savez, c'est un peu comme dans la rêverie, qui n'est pas le rêve nocturne, mais qui n'est pas l'état d'extrême concentration quand on fait un certain travail. C'est un petit peu entre les deux, une sorte de flottement. Il faut attendre, laisser une espèce de rumeur intérieure, ressassement. Il y a un ressassement intérieur, mais confus, et attendre le moment propice où quelque chose se dégage. Et en fait, l'écriture, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup d'attente et d'avoir une oreille. Il y a le fameux gueuloir dont on parle des écrivains, mais il y a aussi une chambre d'écoute intérieure. Et puis voilà, et après, c'est vraiment au feeling, comme on dit en bon français. On sent ou pas, quitte quand on le relit le lendemain à froid, de se dire ça va pas du tout, et on réajuste. Il y a un travail de réajustement. C'est à la fois c'est très artisanal finalement. Vraiment un processus mystérieux. Je crois que Marguerite Duras disait quand j'écris, j'arrête de penser, enfin, ce qui paraît bizarre, ou j'arrête de réfléchir, parce qu'elle-même était aussi sensible. Elle parlait de l'ombre interne. Ah, ça c'est très important, parce qu'il y a des écrivains qui sont... Un romancier ne doit pas être trop intelligent pendant qu'il écrit. Oui, alors ce que j'aime, c'est que c'est Kundera qui disait ça, qui lui était éminemment intelligent et parfois en rajoutait presque trop. Moi, j'aime énormément l'œuvre de Kundera, ça fait partie des très très grands romanciers du XXe siècle, c'est indéniable. C'est des livres qui résistent au temps, parce que tout ne résiste pas au temps. Et c'est vraiment d'une grande puissance, Kundera, mais parfois il nous fait des tartines et des tartines de considérations philosophiques avec des citations. Kundera parfois est presque trop intelligent dans ses romans. Je crois qu'il faut, quand je dis intelligence, c'est une sorte de volonté de maîtrise et d'érudition qu'on va sciemment mettre dans le roman. Un roman vraiment philosophique, comme un roman politique ou un roman militant, c'est un mauvais roman. Il peut être intéressant, mais il rate quelque chose de la magie du romanesque, justement. Un grand roman ça va émaner de la force du roman une dimension philosophique. Je me souviens, quand j'étais à la Sorbonne, j'ai eu la chance d'assister aux toutes dernières conférences du philosophe Emmanuel Lévinas, et il citait très souvent Lévinas, les grands auteurs russes, parce que sa culture première c'était russe, donc il avait lu Tolstoï, Dostoïevski et tous les autres bien sûr en russe, et il citait souvent surtout Tolstoï. Et c'est vrai, quand on lit le moindre texte de Tolstoï ou Dostoïevski ou d'autres, c'est d'une puissance romanesque extraordinaire, et en même temps, il y a matière à penser, et ça permet justement à la philosophie, dans ce qu'elle peut avoir d'un peu sec, de temps en temps, c'est bien de pouvoir l'illustrer, lui donner un peu chair, en faisant référence à certains passages de romans. Et tous les grands romanciers, on peut trouver une matière très très dense pour étayer une pensée philosophique. Alors on disait, pour être écrivain, donc il y a le goût du langage, et j'ai bien aimé le goût de la folie des hommes. Et j'aimerais en parler, puisque c'est sûr que quand même un point commun, enfin une obsession, on pourrait dire, qui traverse vos œuvres, bien qu'elles soient très différentes les unes des autres, c'est souvent quand même la question du mal. Alors qu'il s'agisse de la disparition, voire de la Shoah, je pense que c'est aussi présent dans, je pense, votre arrière-pays, la question de la violence meurtrière, la question de l'inceste, enfin, je pense à l'enfant Méduse. Bon. Alors, j'avais d'ailleurs justement envie de lire juste l'épigraphe, les deux épigraphes de la puissance des ombres. Les deux sont magnifiques d'ailleurs. Pascal, quelle chimère est-ce donc que l'homme, quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige, juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Qui démêlera cet embrouillement?
Ça, c'est Pascal. Et puis, bon, je lis quand même celle de Bernanos, parce qu'elle est aussi magnifique. Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur par un prodige de compassion, et qu'importe d'en connaître ou non la source impure. Alors, comment ça se fait quand même à chaque fois quand même quand on démarre le livre, on le termine parfois de manière un peu plus légère, mais quand même les sujets, vous empoignez, vous n'avez pas peur en tout cas d'empoigner ces ombres et ce mal. Ben, vous me demandiez si j'avais des souvenirs d'enfance, je parlerais plutôt d'un moment, il y en a eu d'autres, mais qui a été, je pense, pour moi décisif. C'est vers, disons, la grande adolescence, un peu au moment où on est entre fin d'adolescence, début d'âge adulte, mais donc encore très immature et assez inculte, et avec plein d'une forme encore d'innocence à peu près. Et on est héritier de ce qu'on a reçu déjà comme éducation et comme valeur. Bon, et quand j'ai découvert, alors je sais pas, j'avais un âge, peut-être à peu près l'âge de ces jeunes étudiants, c'était dans les années 70, bien avant vos naissances, et que j'ai découvert ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah. Hein. Mais donc maintenant, ce mot, tout le monde le comprend, et que j'ai vraiment découvert l'ampleur, la hideur, enfin la folie absolue de ce qu'on appelait la Shoah. Et pour moi, ça a été un déchirement complet. J'appelle ça une blessure de conscience. Par rapport, je me disais, mais comment se peut-il qu'en Europe, en plus dans un pays, j'étais attirée par la littérature allemande, mes poètes préférés étaient allemands, la musique, etc. Et donc dans un pays de haute culture, soi-disant christianisé depuis pas mal de siècles, et qui avait pu faire ça. Ce que c'est pu se passer comme ça, et j'arrivais pas à faire le lien entre les valeurs judéo-chrétiennes, tout ça que j'avais pu recevoir par mon éducation, et puis par toute la formation scolaire et tout ça que j'avais pu recevoir, et ce phénomène. Déjà en amont, j'étais très marquée par la guerre de 14, parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui est mort très vieux, et que j'aimais profondément, et cet homme, quand il avait même pas 20 ans, quand il a été envoyé à la guerre de 14. Et il a subi quasiment, avec des moments d'arrêt quand il était trop blessé à l'hôpital, mais bon, il a eu toute la guerre de 14, et ça avait laissé en lui, pas seulement des traces de blessures, mais des séquelles. Et ça me frappait quand j'étais enfant, que je voyais ce grand-père, quand il était, j'ai souvent raconté ça, seul dans son jardin, c'était déjà un vieux monsieur qui avait peut-être mon âge maintenant, qui était en train de tailler ses rosiers, avec beaucoup de délicatesse et tout ça, très calme. Je me souviens avec un grand, vous savez, ces grands chapeaux en paille qui donnent avec le soleil, ces espèces de, on est tacheté d'ombre comme ça. Et il était seul dans le jardin, il taillait des rosiers ou autres, et il émettait des sons de shrapnel, des sons de la guerre. Et il criait. Et il criait, je ne l'ai jamais entendu dire un autre mot que Bosch. Or, mon grand-père était moitié allemand. Sa mère était allemande. Il ne l'avait pas connue parce qu'elle était morte, il avait 4 ans, mais il avait un physique qu'on aurait dit plutôt un grand blond, les yeux bleus et tout. Et à l'école, il était surnommé le petit Bosch quand il était enfant. C'était le mot qui était employé à l'époque, hein, encore. Il y avait eu la guerre de 70 avant, donc. Et cet homme donc portait en lui déjà cette contradiction totale, puisqu'il était de mère allemande. Et il avait fait cette guerre, et il lui restait même 50 ans, 60 ans plus tard, des images tellement violentes, des souvenirs tellement traumatisants. Jamais il ne nous parlait de sa guerre, jamais. Mais tout seul, ça sortait. Et ça m'avait frappé. Pour moi, la guerre de 14, elle avait un corps. Et c'était le corps du grand-père. Voilà. Et je pense que après, de génération en génération, comme les enfants de déportés revenus de déportation, eux aussi, le corps de leurs parents était le corps de cette guerre. Mais malheureusement, de génération en génération, ça se reproduit, quoi.
quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, et même sans être arrivé à ce point-là d'incandescence, de folie furieuse dans le monde, c'est sans arrêt. Le monde n'a jamais vécu sans guerre. Nous, on a été épargnés, nous, en Europe, je veux dire, depuis justement la Seconde Guerre mondiale. Les guerres se sont faites, elles n'ont jamais cessé. Elles se faisaient sur les pourtours, ailleurs, les colonies. Mais là, ça se rapproche, à nouveau, ça se rapproche. Et je pense que chaque génération est profondément marquée par ce qui est arrivé au moment où elle atteint aussi un âge à peu près adulte et de réflexion, et parfois avec un décalage de la génération de ses parents. Et je me souviens, après ce qui s'est passé, qui était une entrée fracassante dans le XXIe siècle, l'attentat des tours jumelles dès 2001, donc c'était vraiment l'entrée épouvantable dans le XXIe siècle, et je me disais que les jeunes, ceux qui avaient votre âge, et pour eux, ça pouvait être déterminant. Peut-être que maintenant, parmi vous, je parle des plus jeunes, s'il y en a qui se mettent à écrire des romans un jour, ça sera peut-être plus la guerre de 14 qui est rentrée dans mon premier livre, ça sera peut-être plus la guerre, même la Seconde Guerre mondiale, ça sera des guerres beaucoup plus récentes, des choses qui vous auront marqué à vif autrement. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que pour moi, la guerre de 14, elle avait un corps, mais maintenant, la guerre de 14 pour vous, c'est comme pour moi les guerres napoléoniennes. Hein, voilà, c'est du lointain passé. Et donc, ça dépend de la génération aussi à laquelle on appartient, aussi la famille qui vous rend plus ou moins sensible à ça. Et je dois avouer que, vu le travail que j'avais fait au cours de mes années de philosophie aussi, c'est tout un ensemble, hein, ça a été déterminant. Et quand je suis partie dans mon premier roman, j'ai évoqué la guerre de 70, la guerre de 14 et puis la Deuxième Guerre mondiale. Justement, par rapport à la Shoah, je pense aussi, parce que vous ne faites pas que des romans, il y a aussi des essais, enfin je l'ai apporté celui-ci, sur Etil Soum, hein, donc je ne sais pas comment peut-être nous dire un petit mot de cette personnalité, hein, qui a donc publié son journal qui s'appelle Une vie bouleversée, qui est paru, je sais, en France en 87, je ne sais pas comment vous en avez entendu parler. Traduit, on peut dire c'est une contemporaine de la petite Anne Frank qui est plus connue. Et compatriote. Et compatriote. Hein. Comment vous l'avez Alors, connue, je dis elle toujours que dans les livres, il faut lire les notes. Moi, j'adore les notes. On apprend plein de choses grâce aux notes. Et un jour, je lisais un petit livre, évidemment, vu mes intérêts, du philosophe Hans Jonas, philosophe allemand. Et il y avait des notes faites par Catherine Chalier, qui est une philosophe contemporaine, qui fait un travail extrêmement intéressant, cette femme. Et il y avait des notes que je fais, et dans une note, elle mentionnait Etil Soum. Le peu qui était dit m'avait intriguée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans une librairie, j'ai demandé s'il y avait Etil Soum. Non, je l'ai commandé. Et j'ai été étonnée par ce livre. Alors, Etil Soum est une jeune femme juive d'Amsterdam, d'origine russe par sa mère. Le père était, lui, néerlandais de longue date, mais ils étaient famille juive. Cette jeune femme était, à l'évidence, très excessive, très passionnée, très charnelle, très libre pour son époque, très mangeuse d'hommes. Ça n'a pas pris une ride, Une vie bouleversée. Non, enfin, ça n'a pas pris une ride. Et au début de son journal, on peut être un petit peu parfois agacé ou mal à l'aise. Elle a un petit côté excessif, presque hystérique, etc. Et très très vite, sous la pression des événements, elle était née en 1914. Donc, elle a une vingtaine d'années, une 25-26 ans à peu près, quand les Pays-Bas vont être occupés, et l'occupation des Pays-Bas est particulièrement terrible, parce que vous voyez la géographie des Pays-Bas. D'un côté, l'Allemagne, donc l'Allemagne nazie, au sud, la Belgique occupée par les nazis, et pas une montagne, hein, on peut chercher les montagnes aux Pays-Bas, et sinon, pour fuir ou se cacher, il n'y a rien, sinon c'est la mer du Nord. Donc,
ça a été terrible. Je crois que les 3/4 de la population juive des Pays-Bas a été exterminée. Et sous la pression épouvantable de ce qui se passait, parce que les restrictions de plus en plus terribles, comme partout où les nazis avaient mis leur pouvoir, c'est comme si elle était mise dans un pressoir. Mais vraiment, c'est l'image du pressoir qui vient. Et peu à peu, tout va se décanter en elle. Il va y avoir comme comment dire, pas cristallisation, mais condensation, voilà, une sorte de condensation. Et elle va faire une traversée en l'espace de même pas 2 ans. Le seul témoignage qu'on ait, c'est ce journal qu'elle n'a pas édité, pauvre femme. On l'a trouvé 40 ans plus tard dans un grenier. Ça a été plus de 40 ans après sa mort, puisqu'elle est morte à l'âge de 29 ans à Auschwitz. Elle a été déportée. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur elle, mais bref, son fameux journal et puis quelques lettres qu'on a retrouvées d'elle, on voit donc cette évolution à une vitesse, mais vraiment croissante. C'est étonnant comme elle se dépouille peu à peu de tout ce qui l'encombrait, de toutes ses passions qui, comme elle dit, je souffre d'une occlusion de l'âme, elle dit au début de son journal. Et elle dit, j'ai une âme comme une pelote, tout est embrouillé. Et peu à peu, la pelote, c'est comme si elle commençait avec un peu de maladresse à tirer les fils et d'un coup, et à la fin, et malheureusement, juste avant la fin de partir à Auschwitz, elle mesure pas, elle se doutait, mais elle ne mesurait pas, personne ne pouvait mesurer l'enfer absolu que c'était, et elle a fait son petit sac à dos, et dans son sac à dos, elle a mis un Coran, parce qu'elle s'intéressait à tout, elle voulait lire le Coran, elle a mis, c'était sa passion que je partage totalement, les œuvres de Rilke, du poète Rilke. Bon, elle parlait allemand, elle lisait dans le texte, elle lisait en russe, elle lisait en allemand. Et d'ailleurs, dans son journal, elle fait énormément de citations de Rilke. Et également, elle avait son dernier journal. Et tout ça est parti en fumée. Tout ça a été jeté. Donc, on ne connaîtra jamais, hélas, et c'est d'autant plus une perte quand on voit au cours du premier journal l'évolution extraordinaire de cette femme sur le plan spirituel. Qu'est-ce que ça devait être que ce second journal, quoi. Mais alors il y a eu comme le livre a connu un succès qui n'était pas prévu, pas attendu par l'éditeur. Finalement, après, il y a eu une édition du journal complet où il y a beaucoup effectivement de citations, pas seulement de Rilke mais d'autres. Et là, ceci dit, pour commencer, ah oui, il n'y a pas le livre il y avait une première édition, maintenant on le trouve en poche, plus expurgé, et ça s'appelle Journal Une vie bouleversée. Et les lettres de Westerbork. Westerbork, oui. C'était le camp de transit avant d'être envoyé à Auschwitz. Alors, peut-être une dernière question avant de laisser la parole. Enfin oui, j'ai apporté pas mal de choses, bien sûr. Mais justement, face au mal, dont on en a beaucoup parlé, que peut la littérature, que peut l'écrivain on voit bien quand même, je trouve, dans vos romans que, bon, supprimer le mal, non, mais apporter une forme d'équilibre par la beauté, par l'importance que vous accordez à la littérature, à l'art. Il y a aussi une belle présence des œuvres d'art dans votre travail. L'amour, tout à l'heure je parlais de ces rencontres amoureuses, alors la foi d'une certaine manière. Vos livres sont souvent, voilà, il y a toujours, c'est une traversée, il y a toujours quelque chose qui fait que les personnages ne sont pas condamnés au malheur. La littérature, elle ne peut rien contre le mal, mais elle peut beaucoup en même temps. Elle peut rien d'une manière générale. D'ailleurs, quand on voit que certains grands, si on peut dire, grands bourreaux de l'humanité, certains étaient extrêmement cultivés et pouvaient pleurer en écoutant, on sait, de la musique.
et pouvait pleurer, voilà, d'émerveillement en écoutant Schubert le soir, et le lendemain matin fracasser des petits bébés dans les camps sans aucun état d'âme. Ça, on le sait. Ça, pour le coup, c'est la folie humaine. Mais on peut lire, oui, je me souviens, c'était Douche, je crois que ça s'appelait Douche, un des grands tortionnaires au Cambodge, et qui a commis des choses absolument atroces. Il n'a rien assumé, rien du tout. Après, il ne voyait pas où était le problème, ou il n'avait fait comme tous, hein, qu'obéir à des ordres, bien sûr. Et cet homme aimait bien se réciter. Il avait fait des études en France, comme Pol Pot. Ils avaient fait des études en France. C'est des gens très lettrés, hein. Et il pleurait presque en se récitant le poème Le Loup de Vigny. Voilà. Donc vous voyez ça, et il a commis des choses absolument abjectes, enfin dignes de ce qui s'est passé dans les goulags ou dans les camps de concentration ou partout. Donc voilà, tout dépend aussi comment on reçoit une œuvre. Tout dépend comment on reçoit une même œuvre, peut provoquer un rejet, peut attiser un goût de violence, ou au contraire désamorcer complètement la violence. Et c'est pareil quand on regarde des tableaux. Là récemment, j'ai réussi quand même, c'est pas évident d'aller voir l'exposition Rothko, fait partie des peintres voilà, éblouissants. Mais Rothko, c'est difficile parce qu'il y a tellement de monde dans l'exposition, même si l'espace est grand. Les gens sont bavards, peuvent pas se taire devant des tableaux. Ah, en plus, il y a les bidules qui marchent là et tout ça. Et les photos. Au lieu de regarder, tout le monde photographie. Donc, vous essayez entre les coudes comme ça, qui prennent les photos, et alors, c'est vraiment un peintre qui exige le silence. Lui-même le disait, Rothko. D'ailleurs, il était très, très, très exigeant. Il a même retiré ses tableaux de certains lieux qui lui semblaient indignes. Je suis allée voir l'expo d'un restaurant, par exemple. Je ne voilà. veux pas être exposé dans un restaurant. Mais c'est comme les musiciens, les pauvres, qui pour gagner leur vie doivent jouer dans des restaurants. Personne ne les écoute. C'est effroyable. Ils doivent être très malheureux. Bref, là, je pense à Rothko parce que je l'ai vu récemment et c'est tellement absurde de nous... Voilà, on devrait demander aux gens, comme dans une église, prière de vous taire, quoi. Et de ne pas prendre de photos, regardez. Et pourquoi je parlais de Rothko ? Parce qu'on parlait de l'art et de que peut l'art, que peut la littérature. Ben voilà, non, devant des tableaux de Rothko, on peut rester effectivement longtemps. Je prends exprès un exemple comme lui, parce qu'il est non figuratif. Donc c'est très neutre, entre guillemets, d'être devant un tableau de Rothko. On peut projeter beaucoup de choses peut-être, mais lui, il voulait justement des tableaux positionnés assez bas à la hauteur du regardeur. Et ils sont immenses, ces tableaux vers la fin, ils sont très très grands. C'est donc, il offrait un espace. C'est un espace à la fois mental, spirituel, esthétique, enfin on peut donner plein d'adjectifs, dans lequel on est censé pouvoir entrer. Mais ça, il faut du temps. Il faut du temps et du silence, voilà. Mais là aussi, vous mettez 10 regardeurs, regardeuses devant un grand Rothko, tout le monde va pas rentrer. Il y en a d'ailleurs qui ne rentrent pas du tout. Mais ça se comprend, hein, c'est question de sensibilité. Il y en a qui disent, bouf, c'est des carrés, quoi, j'en fais autant. Alors que tout est dans un jeu de lumière, de transparence, des couleurs, tout est dans des nuances. En fait, il faut regarder jusqu'à ce qu'on voit palpiter la peinture. Moi, la peinture, j'ai toujours l'impression de la sentir, de toucher quelque chose, parce que ça palpite. Si ça palpite pas, ben, on a raté le rendez-vous avec la peinture, et on a le droit, parce qu'il y a des peintres qui me laissent parfaitement indifférente, et puis parfois des peintres, peut-être, c'est pas toujours des chefs-d'œuvre, mais qui vous donnent un choc, qui est pareil avec la musique, enfin avec toutes les formes artistiques, hein, c'est pas réservé à une seule forme. En tout cas, nous, quand on vous lit, en tout cas moi, quand je vous lis, voilà, je sens qu'au-delà de ce face-à-face et de cette rencontre avec, je dirais, le mal, la violence sans complaisance,
il y a quelque chose qui nous est donné en plus. Et d'ailleurs, je sais que Raphaël, dans Toby Desmarais, dit à Toby, mais tu crois donc si peu à la force des mots, l'invitant aussi à croire à cette puissance du langage et à cette puissance de la beauté. Alors malheureusement, c'est sûr, on ne peut pas dire pour éradiquer, mais j'aime beaucoup l'idée d'équilibrer. Heureusement qu'il y a des textes équilibrés ou ébranlés aussi. Ébranlés, ouais. Ça peut réveiller un petit peu des zones endormies de notre sensibilité ou de nos capacités de réflexion. Alors, merci déjà beaucoup Sylvie pour ce premier moment. Qui a envie? La parole est à vous. Vous pouvez parler de vos lectures, poser des questions. On a un petit quart d'heure ensemble. Je ne suis pas un tableau de Rothko, donc je n'exige pas le silence. Même si elle a... voilà. Vous pouvez redire votre admiration dans le micro. Je voulais vous remercier pour l'écriture du livre des nuits qui a fait que je vous ai découverte, parce que vraiment c'était extraordinaire. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais vous demander, est-ce que l'écriture du personnage de Babel dans À la table des hommes a été particulièrement difficile? Parce que c'est même plus, au début ce n'est pas un humain, donc est-ce que pour arriver à retranscrire ce qu'il pense, est-ce que c'est un travail encore différent dans l'approche au personnage? Oui, alors c'est un livre qui n'a pas du tout marché. Et est-ce que tout le monde a entendu la question de Mathéo? Non. Donc vous allez la reposer. C'est difficile. C'est par rapport à un livre qui s'appelle À la table des hommes, et il y a un personnage qui s'appelle Babel puis Abel, qui en fait au départ c'est un petit cochon. C'est la transformation d'un animal en être humain. Alors bon, ça peut sembler un peu bizarre. À moi-même, ça m'a semblé très très bizarre. Donc il demandait la difficulté de créer ce personnage. Et alors là, c'était venu un jour d'un ras-le-bol devant la cruauté des humains que nous sommes à l'égard des animaux. Ça m'est insupportable. Et je sais pas pourquoi, un jour où il y a toujours, vous savez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et l'idée m'est venue du coup d'imaginer un animal devenant un humain. Et alors j'ai plein d'animaux que j'aime beaucoup, entre autres les chèvres, j'adore les chèvres. J'adore les éléphants, ceci, cela, les ânes et tout. Mais c'était difficile d'imaginer une chèvre, un âne, un éléphant, pouvoir se transformer en humain. Parce que même quand on va dans du fantastique, il faut rester vraisemblable. Et c'est là que c'est déjà le plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a de plus proche de l'homme sur le plan déjà anatomique? Eh ben, c'est le cochon. Et c'est pas pour rien non plus d'ailleurs qu'il est pas cachère et qu'il est pas halal. Non, mais il y a un lien avec ça. Il y a quelque chose de très troublant, effectivement, dans l'anatomie du cochon. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu, petite anecdote, me renseigner sur les facultés sensorielles du cochon et tout, je tapais, par exemple, je voulais pour l'ouïe du cochon, savoir s'il avait une ouïe développée ou pas. Alors, je tapais sur Google, que des charcuteries. Le flair, que des charcuteries. Et vous pouvez prendre le cochon du sabot à l'oreille, que des charcuteries, puisque c'est connu, tout est bon dans le cochon. Donc, quelle que soit la partie du cochon, je me disais, mais je vais jamais y arriver. Alors, je tapais vétérinaire, anatomie du cochon. Même là, j'avais des difficultés. C'est dur d'être écrivain parfois, c'est fatigant. Parfois, c'est très dur.
C'est très dur. Bref, là, il fallait quand même me renseigner un petit peu. Or, c'est un animal effectivement doué de beaucoup plus d'intelligence qu'on ne le pense. C'est pas du tout un animal qui aime la saleté comme on aime. Simplement, on les laisse comme ça dans la souillure, mais c'est pas du tout un animal d'instinct qui aime. Et puis, c'est un animal qui sait nager, qui fait. Voilà, fait partie des rares animaux aussi, comme les chiens et quelques-uns, s'ils sont devant un miroir, au début ils vont grogner, ou les chiens, vous avez tous fait l'expérience avec un chien, ça nous fait rire parce qu'on est bête. Le chien, la première fois qu'il se voit dans un miroir, ben, il s'attaque, hein. L'animal il s'attaque, il voit un rival, là. Puis au bout d'un moment il comprend vaguement, et le cochon fait partie des animaux qui, au bout d'un moment, comprend qu'il s'agit de lui-même. Bref, le cochon a plein de qualités et tout ça. Donc, j'ai imaginé ce petit animal échappant lui-même déjà, parce que les animaux sont concernés quand il y a des guerres, hein, aussi. On en parle peu, mais c'est par millions que meurent les animaux dans les grands incendies, dans les guerres. Et cet animal, à un moment, va s'échouer à bout de force au bord de mourir. Et il s'échoue quelque part dans la forêt, dans un endroit où un jeune garçon aussi, parce qu'il s'est passé une guerre, est aussi à l'agonie. Finalement, va sortir, voilà, cet individu, mais comme un enfant sauvage. Il n'a pas la langue, il n'a rien, et c'est imaginer comment peu à peu, avec cette espèce d'innocence, on va dire, venant de cet animal, sous une apparence qui est devenue humaine, peu à peu cet apprentissage, comment il peut s'intégrer à l'humanité. Mais c'était difficile parce que les 50 premières pages, je poursuis mon petit porcelet jusqu'à ce qu'il devienne un petit pourceau déjà, et je ne voulais pas tomber dans de l'anthropomorphisme, et c'est très difficile. Donc il faut j'essayais de rester assez extérieur, de décrire, de le mettre en scène, mais sans lui coller des sentiments ou et c'était pas facile. J'avoue que c'était ce qu'il y avait de plus difficile. Merci beaucoup pour l'apport que vous nous donnez. Moi, je voulais revenir sur le rapport à la philosophie. Alors, c'est peut-être des choses que je projette, mais je pensais à Hors-Champ, où il y a la question, on dirait, des sans-visages, en quelque sorte, ou du sans-visage. Et puis, l'extrait qu'a lu Anne tout à l'heure me faisait penser aussi à la question de la rencontre du visage, qui n'est pas sur le mode de la thématisation, mais qui est sur, justement, je pensais à ce que disait Lévinas sur le fait que rencontrer quelqu'un, rencontrer un visage, c'est même pas remarquer la couleur de ses yeux. Vous avez évoqué à plusieurs fois Catherine Chalier, Emmanuel Lévinas et votre formation en philosophie, et je me posais la question, et en même temps vous avez dit les romans philosophiques, bon c'est pas excellent. Comment vous articulez ça? En fait, est-ce que vous allez, par exemple, ce qu'a lu Anne tout à l'heure, pour moi j'y voyais du Lévinas. Est-ce que c'est des projections que je fais, ou est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez quand vous commencez à écrire, vous dites ah, finalement, il y a cette dimension-là que je voudrais transmettre implicitement. Évidemment, c'est pas. Vous évoquiez aussi tout à l'heure Kundera. Bon, c'est vrai que Kundera, il y a des moments, il y a des pages, voilà, il est en philo, quoi. Donc, on le sait. Là, pas du tout, en fait. C'est très, très fin et très subtil, mais j'ai l'impression que c'est là quand même. Comment ça s'articule? Non, c'est pas voulu. Même ça me bloquerait si je me disais je veux faire ça. Je me dirais oulala, attention, danger. Simplement, ça s'est un peu infusé, quoi. Pourquoi aussi je me suis intéressée à Lévinas à l'époque quand j'étais à la Sorbonne, c'est que ça correspondait à mes intérêts. Mais au début, quand on fait des études, on tâtonne beaucoup. On tâtonne beaucoup avant de savoir, avant de trouver même ces sujets à l'époque, on disait une maîtrise, un DEA et puis le doctorat. Avant de se décider pour un sujet, on tâtonne pas mal. Donc, moi, par exemple, avant de faire ça s'appelait un doctorat de 3e cycle, avant, il y avait le DEA.
Maintenant, ça s'appellerait Master 2 ou je sais pas quoi. Et je l'avais quand même fait déjà sur le thème très lié au visage, parce que c'était lié à la peinture, au portrait. Donc j'ai toujours eu cet intérêt pour le visage, simplement j'avais jamais conceptualisé. Et dans Lévinas, c'était à la fois... je trouve que par certains aspects, Lévinas éclairait pour moi certains aspects du christianisme. Voilà. Je crois qu'on a tous nos lectures en fonction, on a des grilles de lecture, fatalement, en fonction d'éducation qu'on a reçue, de la formation, qu'elle soit intellectuelle, artistique, mais donc aussi sur le plan spirituel qu'on a pu recevoir, selon qu'on est d'une famille totalement athée, ou famille catholique, ou orthodoxe, ou protestante. Déjà, notre sensibilité, notre manière d'appréhender les mêmes textes ne sera pas la même. On est marqué par certaines choses. Mais ce qui n'empêche pas une ouverture sur d'autres, que ce soit le bouddhisme, d'autres religions, donc le bouddhisme, le judaïsme, etc., ou l'islam. Mais on vient avec déjà une grille de lecture, une sensibilité particulière. Et parfois, on va voir des liens, des choses qui vont éclairer notre propre rapport aux textes auxquels on pense culturellement appartenir. Ou parfois, au contraire, on peut faire donc des contresens énormes par rapport, bien sûr, à la religion des autres, enfin, au texte des autres, parce qu'on n'a pas les clés, on n'a pas les... Mais il y a des va-et-vient comme ça qui sont importants. Et donc, moi, dans la pensée de Lévinas, souvent, je me disais, mais ça, c'est profondément chrétien. Ce qui n'aurait pas du tout plu à Lévinas, hein. Ça c'est sûr. Et donc, peut-être, si je me suis vraiment profondément intéressée à l'œuvre de Lévinas, dont je ne suis pas du tout une spécialiste, hein, je ne suis pas Catherine Chalier, qui, elle, est une vraie disciple de Lévinas. Et c'est parce que ça trouvait un écho simplement dans ma pensée, mais qui était beaucoup plus brouillonne, beaucoup plus confuse. Moi, je ne me considère pas comme philosophe. J'ai fait 8 ans d'études de philo, mais ce n'est pas pour ça que je suis une philosophe. Je suis marquée, nourrie par la philosophie, mais la philosophie, si on ne la pratique pas après, c'est comme le piano ou je sais pas, un sport de haut niveau. Si on ne le pratique pas régulièrement, on perd beaucoup de capacités. Mais bon, ça m'a nourri vraiment profondément. Donc, je me dis pas, je veux parler du visage, ça me vient, je crois que dans tous les livres, il y a un moment ou un autre où il y a un bouleversement chez un personnage qui découvre enfin ce que c'est que l'autre, quoi, que la vulnérabilité, parce que voir le visage, en général, c'est immense vulnérabilité. C'est à la fois violent, ça nous fait violence, mais violence par excès de vulnérabilité presque. Et ça me vient spontanément quand j'écris, parce que voilà, ça fait partie complètement de... Parfois même j'essaye de repousser. Non, ça va, c'est bon. Mais non, ça revient. Et voilà, il faut laisser advenir ce qui s'impose comme ça, effectivement, très souvent. Et je me dis, ces mouvements de bascule, malheureusement, quand les gens passent à un acte criminel, je pense qu'il y a toujours une sorte d'aveuglement. Vous savez, il y a cette phrase toujours à la fin des évangiles, quand il dit Père, quand le Christ dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'y pense souvent quand les gens commettent un crime ou quelque chose, même sans aller jusqu'au crime. Je pense qu'à ce moment-là, il y a oui, on ne sait pas ce qu'on fait. On peut très bien avoir préparé tout son crime. Oui, il n'y a pas de problème. On peut l'avoir vraiment préparé, préméditation, etc. Mais il y a une sorte de savoir qui est autre que celui un autre type de savoir, un savoir de profondeur, du plus profond, du point de bonté que pointe souvent Catherine Chalier justement dans la pensée juive, ce fameux point de bonté qu'on serait censé tous avoir enfoui au plus profond de nous, mais qu'on a complètement étouffé. Et quand on passe à un acte même de violence sans arriver jusqu'au crime, je pense qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'on fait. Même si c'est un ennemi juré, qu'on est là, qu'on veut se venger, qu'on a tout préparé pour humilier ou tuer l'autre,
il y a ce savoir le plus profond de ce qu'est le visage, de ce qu'est une autre vie. Et ben il est en éclipse. Et je crois que c'est ça qui me tourmente depuis 40 ans, 45 peut-être maintenant. Question sur le roman. Ça m'a troublé un petit peu que vous intéressiez, enfin vous avez plutôt pointé les romans qui la place de la philosophie. Moi je lis depuis très longtemps, je lis un peu n'importe quoi, et dans le fond je trouve à chaque fois mon miel plus ou moins. Et j'en viens maintenant à préférer un livre un peu plus consistant. Je sais que ça peut choquer quand je dis ça, plutôt qu'un simple roman. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de romans qui sont très faciles à lire. Et alors j'ai une deuxième question, justement, une troisième, j'en ai deux ou trois. J'ai votre rapport avec les Pyrénées et le Sud-Ouest. Et enfin, une dernière question, c'est vous. Qu'est-ce que vous aimez lire? Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que ça vous nourrit? Alors, je vais revenir. En fait, la troisième et la première question, on peut les lier. À cause de ces quand même formations de philo, ça laisse des traces. Et j'avoue que je lis beaucoup plus d'essais que de romans. Heureusement qu'on me demande d'être parfois dans des jurys littéraires, comme ça me force à lire un peu mes contemporains. Et sinon, je lirai pas beaucoup de romans. Et moi aussi, j'ai besoin qu'il y ait un peu de densité, qu'il y ait matière à penser, à rêver. Et il y a des romans, ni le style, ni le fond, ni la forme, il n'y a rien pour moi. Et quand je lis certains livres aux auteurs qui sont au top, et je peux l'entendre parce qu'ils correspondent vraiment à l'ère du temps. Et c'est très important dans tous les domaines. Et ça va toujours très très vite puisque l'air du temps est très changeant et c'est normal que certains auteurs, c'est pareil pour des films ou autres, s'ils savent capter quelque chose de l'air du temps, ben ça parle vraiment aux gens et ça c'est très bien. Bon, moi je suis pas tellement dans l'air du temps, je me balade un peu dans un air plus intemporel, on va dire. Alors évidemment, ça ne cible pas le même public. Mais on peut trouver quand même des romans, même parfois avec des maladresses et tout, mais qui sont des très très beaux textes. Au moins je parle pas des romans qui sont juste une sorte de divertissement comme ça, mais parfois il y a des romans qui n'ont pas de prétention particulière, qui sont pas nourris de philo, ni d'histoire, ni d'histoire avec un grand H, hein, mais qui vous apportent quelque chose quand même. Voilà. Donc je peux lire, apprécier des choses très très diverses, hein, moi aussi, mais sinon globalement, j'avoue, je préfère. J'ai besoin des deux. Voilà, lire aussi. Je dis des essais parce que maintenant, me rejeter dans Kant ou dans Hegel, récemment, de temps en temps, ça me reprend. J'essaye de me remettre à Heidegger. Waouh! Ça me prend un temps fou, un effort énorme, et à la fin, si on me demandait, même sous la torture, de résumer ce que j'ai lu, ben, je n'y arriverais pas. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas philosophe, mais je sais que j'ai picoré des choses qui me... D'abord, je suis de la génération, quand je suis rentrée à la Sorbonne, où le penseur absolu en philo, c'était Heidegger. Voilà. Donc, j'ai été un peu biberonnée quand même à Heidegger. Mais j'aurais du mal maintenant, j'ai du mal à aller directement à part Descartes, Pascal, tout ça. En plus, il y a la splendeur de la langue, voilà, chez ceux-là, la splendeur de la langue. Mais j'aime bien lire des essais, c'est-à-dire c'est de la philo un peu de seconde main, ou de l'anthropologie, ou de la sociologie, ou voilà. J'aime bien les deux. Hein, et les Pyrénées, ben, j'y ai passé une dizaine d'années. J'ai pas mal bougé en France. Hein. Et ben là, c'est une splendeur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. Le Béarn est une région splendide. J'avoue que j'avais pas été séduite par la ville où je vivais, qui est Pau. Et Pau a beaucoup changé. J'y suis retournée récemment. En quelques années, voilà une ville qui s'est
embellie, elle est plus vivante, je l'ai trouvée beaucoup mieux que du temps où j'y habitais. Mais bon, le Béarn est une région splendide. Bon, le Béarn, le Pays Basque, tout ce que vous voudrez. Mais moi, c'était le Béarn et je trouve que c'est un pays, ça s'explique pas, ça se contemple. Bien, bon. Ah, Alain, précise. Le chemin des Granges. J'ai pas entendu le début de la phrase. Tu peux redire, Alain? Tu as déjà rencontré Madame Germain, c'est ça? On vous a croisé. Croisé. Sur un chemin des Pyrénées, justement. Oh là là. Et alors, que s'est-il passé? Près du Bénou. En général, j'allais vers le Benou. Parce que c'était plat et que j'ai horreur de grimper. Bon, bah, sur cette révélation... Hein, et on avait parlé? Ouais. Non. On Non. n'avait pas osé. Il avait pas... bah, voilà. C'était peut-être pas moi en plus. Peut-être. Peut-être. Mais c'était après avoir lu. Ça va être le moment, alors tout à l'heure peut-être d'aller voir Sylvie Germain. Ben merci beaucoup Sylvie pour ce vraiment d'avoir vraiment. Vraiment, on a de la chance déjà de lire Sylvie Germain, puis après de l'entendre. Merci beaucoup de votre présence. Alors, vous savez qu'il y a une librairie. Bon, il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup de belles choses sur cette table qui a été préparée par Sébastien de la librairie Lériot. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter. Et Sylvie va venir pour vous dédicacer vos ouvrages. C'est le moment aussi de penser à ces cadeaux de Noël. Allez, à bientôt pour d'autres aventures à Luco. Si vous n'avez pas... il y a des programmes. Oui, en sortant, il y a des très beaux programmes du service culturel. C'est pour vous. Il y a un magnifique programme au second semestre. Voilà. Merci, à bientôt.